Bonsoir et bienvenue à ce débat sur le cannabis. On est nombreux, ça fait plaisir à voir. J'ai eu un peu peur au début quand on a lancé cette idée de débat en disant les gens ils en pourront plus de ce sujet-là. Eh bien, il faut croire qu'il y a encore beaucoup à dire, beaucoup à discuter. Alors bon, c'est un secret pour personne. Depuis le 17 octobre, le cannabis est légal. À usage récréatif, je veux dire. Et juste une petite mise en contexte, vous le savez sans doute tous, bon, on est le premier pays du G7. La légalisation, en fait, elle a eu lieu dans certains États des États-Unis, le Colorado, l'Alaska, l'État de Washington, aussi en Uruguay. Il y a aussi des pays qui ont décriminalisé, on aura peut-être le temps de parler un peu de ça, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Allemagne, et d'autres qui ont dépénalisé, le Portugal. À l'inverse, il y a des pays qui ont resserré la ceinture et qui ont une tolérance zéro et qui vont même jusqu'à prôner la peine de mort. Si on pense la Chine, notamment, et les Philippines. Donc en fait, la question du cannabis, elle divise encore beaucoup. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire ce débat. Parce que oui, bon, maintenant c'est légal, on en a beaucoup parlé avant la légalisation, mais il subsiste un certain nombre de questions. Il y a des gens qui ont encore des craintes, d'autres qui ont beaucoup d'espoir. Donc entre les risques et les opportunités, bon, on ne sait plus vraiment quoi penser. Alors on a pour vous réuni 5 spécialistes qui vraiment vont couvrir différents aspects du cannabis. Parce que bien sûr, on parle de l'usage récréatif, des effets sur la santé, mais aussi on va parler du cannabis thérapeutique et peut-être des autres choses que l'on pourrait faire avec le cannabis, et aussi bon, de tous les aspects de la légalisation, de la philosophie qu'il y a derrière l'idée de légalisation. Parce que tout ça, ça fait partie du même débat et de la même question. Donc, je veux, avant d'entrer directement dans le débat, remercier les partenaires de la soirée de ce soir. Il y en a 2. Il y a le Fonds de recherche du Québec, qui soutiennent nos débats depuis déjà un certain temps et qui ont embarqué tout de suite dans ce projet de faire quelque chose sur le cannabis. Et aussi le Consul général de France, qui nous permet d'avoir avec nous Marie-Geoffrey Roustide, qui vient de France, donc c'est notre petite touche internationale. Et ça va être bien parce qu'elle va pouvoir nous dire un peu ce qui se passe en Europe et en France notamment. Donc mettre un petit peu de perspective à notre réflexion. Moi, je vais animer le débat. Je me présente Sophie Malavoie, directrice du Cœur des sciences. Et le déroulement, en fait, il va être assez simple. Les premières 45 minutes environ, on va les consacrer aux discussions entre nos invités. Ils vont discuter entre eux. Et après, on va passer aux questions de la salle. Cette façon de faire, elle permet un petit peu de développer du contenu et de passer au travers de la matière avant vraiment de passer aux questions de la salle. Petit détail, le débat de ce soir, il est web diffusé en direct avec un Facebook Live. On est moderne, donc finalement, 10 ans après tout le monde, et on aura peut-être même des questions de gens qui ne sont même pas dans la salle plus tard. Donc je commence tout de suite par présenter la première personne à qui je vais poser une question, Patricia Conrad. Elle est psychologue clinicienne et professeure au département de psychiatrie de la faculté de médecine de l'Université de Montréal, titulaire de la chaire Dr Julien, Fondation Marcel et Jean Coutu en pédiatrie sociale en communauté. Et Madame Conrad, on l'a invitée parce qu'elle a publié plusieurs études dont vous avez sans doute entendu parler, des études qui montrent que la consommation précoce de cannabis a des impacts sur la réussite scolaire, sur les fonctions cognitives et sur la santé mentale. Donc Madame Conrad, en fait, la question toute naturelle que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que, bon, votre position sur les craintes ou les espoirs, et est-ce que d'après vous, avec la légalisation, les jeunes risquent de s'exposer encore plus à des risques en ignorant ce qu'ils risquent? Vous avez un micro juste là. Il me faut quelques minutes pour répondre à ces questions. Pour commencer, il y a plusieurs études qui sont faites aux États-Unis où ils ont de très bonnes bases de données pour évaluer l'impact de la légalisation ou bien la passation de plusieurs différentes lois concernant l'accessibilité à la cannabis. Et ces études les résultats et les conclusions sont similaires parmi toutes ces études et ils indiquent que ce n'est pas la passation de la loi, par exemple, avant octobre, le 17 octobre et après le 17 octobre, nous allons voir une très grande différence. Mais c'est plutôt tout le processus de
légaliser ou bien d'adopter les lois plus libérales envers le Plus proche du micro un cannabis, petit peu. pardon, envers le cannabis, que vous allez voir les changements dans la population. Et c'est un processus qui est évident, qui prend presque 4 ans. Et ce processus va changer les attitudes chez les adultes et les adolescents envers le cannabis. Et ils vont adopter les attitudes plus libéraux envers le cannabis. Et en lien avec ces changements d'attitude, nous allons voir, ou bien ils ont déjà vu cela aux États-Unis, une augmentation de consommation dans la population, incluant les jeunes. Mais ce n'est pas directement lié à la passation un changement de loi ou de règlement. C'est pas du jour au lendemain, en fait. Non. C'est ça. Ça veut dire qu'on peut prévoir une certaine augmentation de consommation dans la population canadienne aussi, si on était dans la même situation et nous avons bien évalué les taux de consommation dans notre population. Nous n'avons pas les mêmes bases de données qu'ils ont aux États-Unis. Alors, est-ce que ça veut dire que nous allons voir plus d'impact négatif pour les jeunes? C'était votre question, n'est-ce pas? Oui. Alors, si nous allons voir cette même augmentation de taux de consommation chez les jeunes, nous allons voir une augmentation des impacts négatifs. Et que sont ces impacts négatifs? La recherche que j'ai faite a très bien évalué l'impact utilisant un échantillon, une grande échantillon d'adolescents montréalais. C'est une étude de 4000 élèves qui ont été suivis de 12 ans jusqu'à la fin de leurs années scolaires secondaires, alors jusqu'à la fin du secondaire 5. Et ils étaient évalués chaque année sur des questions sur leur santé mentale, sur plusieurs tâches cognitives, neurocognitives, comme les tâches de raisonnement, les tâches de résoudre des problèmes, les tâches de mémoire, par exemple. Et nous avons aussi évalué leur consommation de cannabis, de l'alcool et d'autres drogues d'abus. Et utilisant ce très grand échantillon, cette base de données, nous avons réussi à contrôler pour plusieurs différents facteurs, incluant la relation entre le fonctionnement cognitif et le risque pour la consommation excessive de l'alcool ou du cannabis et d'autres drogues. Alors, ça veut dire que oui, il y avait une relation entre ces deux variables dès le début. Mais après que vous allez contrôler pour ces effets, nous avons modélisé la relation entre un changement dans votre taux de consommation et un changement sur votre performance, sur ces tâches cognitives. Et au début de cette étude, nous avons proposé que ça serait l'alcool qui sera qui aura un effet plus négatif. Mais finalement, les résultats ont démontré qu'il y avait un impact très important de la consommation de cannabis chez les jeunes, non seulement sur les facteurs les symptômes psychiatriques comme le psychose, la dépression et l'anxiété, mais aussi sur le fonctionnement cognitif, les mesures de mémoire, le mémoire de travail, le raisonnement et la résolution de problèmes, et particulièrement sur un facteur, un fonction cognitif, la désinhibition. Et une raison pourquoi cette étude était tellement importante et a reçu beaucoup
d'attention par la communauté scientifique, c'est que l'inhibition est très impliquée dans le risque pour d'autres toxicomanies, d'autres formes d'abus. Et c'est peut-être la façon dont la consommation précoce de la cannabis est impliquée dans le risque à plus long terme pour d'autres toxicomanies. Et on sait déjà que c'est très impliqué. Merci beaucoup, Madame Conrad. Je vais passer la parole à Marie-Geoffrey Roustine, qui nous vient de France, je l'ai dit. Elle est sociologue et chargée de recherche à l'INSERM. Elle est spécialisée en sociologie de la dépendance, donc ça c'est dans le thème d'aujourd'hui. Et ses recherches portent sur l'analyse de la gestion des risques. Là encore, on est dans le thème, en ce qui concerne l'usage de drogue et le cannabis. Et vous faites partie d'un tout nouveau groupe d'experts de 10 personnes que vient de mettre sur pied le ministre de la Santé français pour réfléchir à la légalisation du cannabis à usage thérapeutique. Donc, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que les études faites en France ou en Europe vont dans le même sens que celles de Madame Conrad ou celles qui ont été faites dans d'autres pays ici en Amérique du Nord? Et d'un côté ça, et d'un autre côté, est-ce qu'on doit pour autant craindre la légalisation? Bref, entre espoir et crainte, vous vous situez où? Alors, nous, en France, la recherche sur le cannabis, et en particulier sur les effets du cannabis sur les questions de santé mentale, est beaucoup moins développée qu'en Amérique du Nord. Mais toutefois, effectivement, avec une équipe de l'INSERM, avec le docteur Maria Melchior, qui est directrice de recherche à l'INSERM, on a mené une étude sur une cohorte de personnes en population générale qui donnait les mêmes résultats que vous sur la question du désinvestissement scolaire. C'est-à-dire ce qu'on a montré dans un article qui a été publié l'année dernière dans International Journal of Epidemiology, c'est que le fait de consommer du cannabis de manière précoce était associé à des conduites de décrochage scolaire, quand on ajustait également, comme vous, sur d'autres facteurs de confusion, comme par exemple les troubles de santé mentale ou d'autres consommations. Donc on a des résultats qui effectivement vont dans le même sens que vous. Mais ce qui est intéressant également de noter, c'est que en France, on a une législation qui est extrêmement répressive par rapport aux autres pays d'Europe. On a une des législations les plus répressives en Europe. Et malgré ça, on a le niveau de cannabis chez les jeunes le plus élevé d'Europe. Donc en fait, ce qui est intéressant de noter, c'est que quand on est dans un contexte de loi répressif, on peut avoir des niveaux de consommation qui sont extrêmement élevés. Et quand on compare à d'autres pays européens, par exemple comme les Pays-Bas, qui ont des lois beaucoup plus libérales vis-à-vis du cannabis que la France. Alors, aux Pays-Bas, il n'y a pas de légalisation du cannabis, mais il y a une tolérance du cannabis vis-à-vis de la consommation de cannabis. C'est ça qu'on appelle la décriminalisation, c'est ça? Ils font partie des pays... Non, la décriminalisation, c'est ce qu'on observe au Portugal. Donc, au Portugal, ils ont décriminalisé l'usage de toutes les drogues. Ils sont allés même beaucoup plus loin. Mais aux Pays-Bas, en fait, vous avez une autorisation de la consommation dans certains lieux qui sont les coffee shops. Et donc, les Pays-Bas, par exemple, qui sont beaucoup plus libéraux que la France, ont un niveau de cannabis beaucoup plus bas chez les jeunes qu'en France. Donc c'est pour ça que sur la question des normes sociales, enfin je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, oui. que vous évoquiez tout à l'heure, ce qu'on peut voir, en tout cas nous en Europe, c'est que le fait d'avoir des lois libérales et tolérantes vis-à-vis du cannabis n'augmente pas la consommation chez les jeunes et on ne voit pas des normes sociales qui évoluent vers une consommation accrue de cannabis. En tout cas en Europe, c'est pas du tout ce qu'on observe. Le Portugal, par exemple, qui a les lois, qui en Europe a la loi la plus libérale vis-à-vis du cannabis et des autres drogues, qui a décriminalisé l'usage de toutes les drogues, a des résultats extrêmement intéressants en termes d'accès aux soins, de déstigmatisation de la consommation. Donc moi, en tant que scientifique, ce que je vois dans les études disponibles, en Europe en tout cas, c'est plutôt un effet positif de lois tolérantes vis-à-vis de la consommation de cannabis et pas d'effet sur l'augmentation de la consommation chez les jeunes. Merci beaucoup. Là, on est resté dans l'usage récréatif, avec les craintes que ça suscite ou justement les espoirs de la légalisation. Mais il y a aussi, bien sûr, on ne peut pas parler du cannabis sans aborder la question justement de l'usage thérapeutique. Alors maintenant, je vais m'adresser au docteur Jordi Pérez, qui est anesthésiste spécialisé dans le traitement de la douleur. Donc vous êtes vraiment douleur au CUSUM. Vous êtes directeur médical associé de l'unité de gestion de la douleur, Alan Edward, et directeur du Cancer Pain Program, toujours à l'Université McGill, et vous êtes aussi professeur associé. Donc, justement pour vous, parce que,
On a déjà commencé le cannabis thérapeutique au Québec. Vous avez même fait partie des études qui ont étudié ça. Donc, vos craintes ou vos espoirs, un peu, vous attendez quoi du cannabis? Est-ce que ça va être, pour vous qui traitez la douleur, une plante qui va vraiment être une grande solution ou, au contraire, qui peut créer plein de petits dangers? Sans doute, mes espoirs sont de trouver quelle est la place particulière du cannabis pour traiter les symptômes de notre patient. Il n'y a aucun doute que le cannabis thérapeutique, il y a une valeur très importante au niveau positif pour traiter certains symptômes et certaines maladies. Mais maintenant, on parle du cannabis de façon trop générale. Mon espoir, c'est que dans un futur, on va commencer à utiliser certains produits bien connus du cannabis, qu'on peut faire une recherche comme il faut pour commencer à les comparer avec du placebo, avec d'autres traitements qui sont bien acceptés et avec l'idée de trouver la façon de l'utiliser d'une façon sécuritaire et efficace. J'ai l'espoir que dans un futur très prochain, on va utiliser le cannabis d'une façon régulière. On va utiliser certains produits du cannabis. C'est ça. Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu, parce que toutes les substances du cannabis n'ont pas d'effet sur la douleur ou d'effet thérapeutique. Est-ce qu'il y en a qui en ont plus que d'autres? Absolument. C'est comme dire, les médicaments sont bons pour la santé. Oui, quels médicaments? Le cannabis, c'est la même chose. Maintenant, on commence à couper le cannabis dans différents produits. On commence à parler du THC, CBD, mais on oublie les autres plus que 100 alcaloïdes qui sont dans la plante. On commence à parler du sativa, indica. On commence à parler de l'utilisation de l'huile, la vaporisation, mais on oublie plein d'autres produits qui sont dans la plante. Il faut couper la plante, il faut identifier quels sont les éléments thérapeutiques pour chaque patient en particulier, pour chaque symptôme en particulier. Le problème avec le cannabis, c'est que c'est trop général. Et le travail des chercheurs, c'est identifier les éléments particuliers qui vont faire le travail thérapeutique pour nos patients. Je pense que dans les prochains 5 ans, nous aurons une connaissance scientifique 20 fois plus grande que maintenant, parce qu'on commence à avoir des études avec des produits particuliers du cannabis. Je pense que dans un futur, on ne parlera pas du cannabis en général. On va parler du THC, du CBD, du CBG, plein d'autres. Et il y a plein d'autres produits que peut-être nous ne connaissons pas. Et je suis convaincu que dans un futur, on va avoir des très bons résultats pour certains symptômes. Merci beaucoup. Alors, tout naturellement, on enchaîne, c'était arrangé à l'avance, avec M. Gendron. Et ça tombe bien parce qu'on reste encore dans le côté thérapeutique. Vous êtes professeur et directeur du département de pharmacologie-physiologie, donc vraiment de l'Université de Sherbrooke, et directeur du laboratoire de pharmacologie des opioïdes au sein de l'axe inflammatoire-douleur du centre de recherche du CHUS. Bon, là, on n'est pas dans les opioïdes, mais plutôt dans les cannabinoïdes. Mais justement, si on continue sur la même idée qu'on va trouver des nouvelles substances, est-ce qu'on va aussi trouver des nouveaux usages autres que pour la douleur? Est-ce qu'on en connaît déjà aussi? Le cannabis comme médicament, ça vous dit quoi pour vous? Bien, en fait, je vais rejoindre beaucoup Dr. Perez dans plus proche un petit peu le micro. Dans cette allocution-là, je suis entièrement d'accord que quand on parle de cannabis, on en parle à un sens très, très large. Et au niveau de la recherche, les grands efforts de recherche jusqu'ici ont beaucoup été faits avec les principales molécules qu'on retrouve dans cette fameuse plante de cannabis. Donc, ces molécules-là, principalement, sont effectivement le THC et le CBD, le cannabidiol. Donc, on connaît beaucoup d'effets de ces deux molécules-là en particulier. Les effets psychotropes, on sait, viennent principalement du THC. Certains effets thérapeutiques sont associés au CBD. Le THC a certains effets thérapeutiques aussi. Mais il y a tout plein d'autres molécules, comme l'a mentionné mon collègue, qui ont potentiellement des effets thérapeutiques, ou en tout cas, il faut les étudier, ces molécules-là. Et on les a très peu étudiées jusqu'à maintenant parce que dans cette plante, bien, ils sont là en quantité on dit des traces, donc en très petite quantité. Et donc, on prend en fait pour acquis qu'ils n'ont à peu près pas d'effet lorsqu'on utilise le cannabis. En termes d'effets thérapeutiques, on parle effectivement beaucoup de douleur. Bon, la douleur, ça touche une très, très grande portion de la population, donc c'est évident que
principaux effets qu'on attribue à certaines des propriétés qu'on attribue au cannabis ou à certaines des molécules sont des effets antidouleurs. Il faut savoir que certains composants du cannabis, comme le CBD, par exemple, ont aussi des propriétés anti-inflammatoires. Ils ont des propriétés, certains composants ont des propriétés anti-nausées aussi. Oui, on les utilise aussi comme anti-épileptiques. Oui, j'ai vu ça. Les dérivés du cannabis, certaines de ces molécules-là. Donc, et je pense que pour l'épilepsie, à moins d'erreur, c'est l'une des indications pour lesquelles, lorsque les médicaments normaux, les antiépileptiques normaux ne fonctionnent pas, pour diminuer l'amplitude et la fréquence des crises d'épilepsie, même chez les jeunes, le CBD, en fait, aurait des propriétés intéressantes montrées pour cette indication-là. Donc, il y a... écoutez, on pourrait en dresser une liste, là, mais évidemment, il y a encore beaucoup de recherches qui doivent être faites pour vraiment mieux cibler puis bien s'assurer que les indications pour lesquelles on peut utiliser chacun des composés en question a les effets recherchés. Mais il y a vraiment une liste assez impressionnante, là. Les gens travaillent sur les effets anxiolytiques du CBD aussi. Donc, il y a vraiment plusieurs propriétés potentielles dans cette plante-là puis dans les composés. En fait, on est tout début, c'est ça que je comprends, c'est qu'on est tout début de la compréhension à la fois des effets des différents types de consommation et des effets thérapeutiques. Et on n'est peut-être pas au tout début de l'étude sur les effets de la légalisation. Donc, maintenant, M. Fallu, professeur à l'école de psychoéducation de l'Université de Montréal, chercheur à l'Institut universitaire sur les dépendances, CIUS du centre-sud de l'île de Montréal, fondateur et coporte-parole du groupe de recherche en intervention psychosociale et aussi directeur de la revue Drogue, Santé et Société. Donc vous, je sais, ce qui vous tient plus à cœur, c'est la légalisation, c'est le phénomène de légalisation, qui est un volet important quand même de la discussion. Donc est-ce que, selon vous, Marie-Geoffrey Rousside a un peu ouvert la porte, la légalisation est la meilleure façon de réduire les risques liés au cannabis? En fait, la légalisation, je vais commencer par un argument d'autorité, j'aime pas ça, mais je pense que ça en dit long. Le British Medical Journal a signé un éditorial le 10 mai dernier qui disait que les drogues devraient être légalisées, encadrées et taxées. C'est certainement pas parce qu'il y a juste des risques, il y a des avantages et un des avantages, c'est qu'on en parle. On n'a jamais autant parlé de légalisation des politiques et elles ont beaucoup de méfaits, les politiques, je vais y revenir, et on parle aussi du cannabis et de prévention et de réduction des méfaits, d'éducation, de stigmatisation que j'ai entendu. C'est vrai que je trouve que le débat verse souvent sur les effets du cannabis, alors que le débat devrait être sur les effets de la légalisation. Et pour moi, les deux sont importants, mais la distinction est majeure. La question centrale, c'est est-ce que la légalisation va améliorer les choses ou empirer les choses? Puis ces études-là sur les effets potentiels de la légalisation, elles sont pleines de limites, incluant les études sur les effets du cannabis. Et d'entrée de jeu, vous parliez des impacts du cannabis, mais j'appelle à l'honnêteté intellectuelle de tout le monde. On ne peut pas parler avec des études corrélationnelles prospectives, soit dit en passant, autant contrôlées qu'on le veuille. Ça n'élimine pas toutes sortes d'hypothèses alternatives et on ne peut pas parler qu'une étude prouve les impacts du cannabis comme on ne peut pas prouver que la légalisation ou telle politique a tels impacts. Ça restera toujours incertain. On va avoir un niveau de confiance de plus en plus élevé en fonction du nombre d'études. Ça, c'est super important parce qu'une seule étude en sciences sociales et humaines, beaucoup de difficultés à répliquer. Et donc, une étude en soi, ça veut pas dire grand-chose. Il y a beaucoup de limites, même départager les effets de l'alcool, du cannabis. C'est extrêmement difficile chez les adolescents parce que la plupart des adolescents qui prennent du cannabis prennent aussi de l'alcool, souvent aussi de manière beaucoup plus lourde et aussi avec d'autres drogues. Et c'est très difficile, même si on tente de contrôler statistiquement. Je l'ai vécu moi-même. Il n'y a presque pas de sujets qui ne consomment que du cannabis, par exemple, à la préadolescence et qui n'ont pas aussi et qui vont pas toucher au cannabis. Et c'est super important parce que les académies américaines des sciences d'ingénierie et de médecine ont recensé 10 000 études sur les effets du cannabis sur la santé et ont conclu qu'il n'y a pas de lien avec le décrochage scolaire. En tout cas, pas suffisamment d'évidence pour le dire.
Bien sûr, on peut trouver un lien. Des liens, il y en a partout, là. Je donne toujours l'exemple du micro-ondes, là. Plus de 90% des divorces sont arrivés après l'arrivée du micro-ondes. Et il n'y a personne qui dit que le micro-ondes est dangereux pour les familles. Mais c'est super important. Et l'être humain, on est super bon pour voir des relations causales là où il n'y en a pas. Il y a plein de facteurs d'expérience de vie, de développement qui peuvent amener à la santé mentale et à la consommation. Il faut faire attention en tout cas, d'employer un langage causal quand on parle de ces études-là. Pour ce qui est de la légalisation, effectivement, on parle beaucoup des impacts négatifs potentiels, mais je pense qu'il faut regarder les impacts positifs potentiels en termes de déstigmatisation, de contrôle de qualité. On va revenir là-dessus d'ailleurs. Peut-être le CBD a aussi des effets potentiellement, en tout cas encore mieux documentés que les effets anti-inflammatoires, des effets antipsychotiques. Donc, on pourrait même favoriser des cannabis dans le marché légal qui contiennent un minimum de CBD, qui pourrait réduire les psychoses. Et il y a même des études qui ont montré que les symptômes résiduels psychotiques chez les personnes qui ont des symptômes, des schizophrénies, pourraient être peut-être traités avec le CBD. Bref, il faut regarder. Quand j'entends, par exemple, l'éditorial de l'Association canadienne de médecine, en fait, du journal, l'éditrice qui dit « On va vous surveiller, Trudeau, si ça augmente la consommation, ça va être la catastrophe. » Mais c'est sûr qu'il ne faut pas juste regarder la consommation. Il faut regarder la fréquence, la quantité, les modes de consommation. Il y en a des plus sécuritaires par rapport à la situation avant. Et les avantages aussi en termes de décriminaliser les personnes, réduire les violences, réduire la stigmatisation qui fait que les gens n'en parlent pas à leurs proches, à leurs médecins, puis qui ont des refus de soins, puis il y a toutes sortes d'atteintes aux droits de la personne. Bref, il faut regarder l'ensemble du portrait parce que dans sciences politiques, c'est comme ça qu'on fait. On regarde les impacts positifs et négatifs des politiques. On ne regarde pas juste un indicateur d'usage. Puis ce qui s'est passé justement aux États-Unis, c'est une autre société, c'est des modèles souvent très commerciaux par rapport à ce qu'on a ici. Puis les scientifiques disent que c'est pas tant la légalisation qui serait associée à une augmentation, c'est une commercialisation. Et moi, c'est ma principale crainte que dans 10-20 ans, on transforme la SQDC en vache à lait plutôt puis qu'on s'éloigne des objectifs de santé publique. Mais ils sont là, les objectifs de santé publique. Ils sont réels, ils sont très plausibles. C'est pas pour rien que plusieurs personnes, scientifiques, médecins et acteurs de la santé publique sont d'accord avec une légalisation du cannabis et même d'autres drogues. Est-ce qu'il y a une réaction sur cet aspect? Parce que là, peut-être Marie... Oui, moi, je voulais... Non, parler dans le micro proche, ça devrait marcher. Je partage l'avis de mon collègue sur la question des liens de causalité, c'est-à-dire que dans les études en santé publique, on met en évidence des corrélations, mais il faut être très très prudent, effectivement, sur les liens de causalité qu'on peut établir. C'est extrêmement rare de pouvoir, en statistique, établir un véritable lien de causalité. Donc on peut parler de corrélation entre le décrochage scolaire. Nous, dans notre étude, on parle de corrélation entre le décrochage scolaire et l'initiation précoce, mais jamais de lien de causalité. En France, par exemple, il y a eu un débat extrêmement important, et j'imagine à l'international aussi, sur les liens entre l'usage de cannabis et la schizophrénie. Et donc, aucune étude n'a conclu, enfin, en tout cas, ce qui a été défini en France, c'est qu'il n'y avait pas de lien de causalité qui était établi sur ces questions-là. Il y avait des études qui allaient dans un sens, il y avait des études qui allaient dans l'autre sens, et il n'y a aucun avis définitif qui a pu conclure là-dessus. Et le dernier point, je voulais rebondir également sur la question de l'augmentation de la consommation suite à la légalisation. Par exemple, en Uruguay, donc il y a une chercheuse spécialisée sur ces questions qui s'appelle Rosario Quirolo, où c'est légalisé, voilà, qui est le premier pays avant donc le Canada à avoir légalisé. En fait, l'augmentation de la consommation, elle a eu lieu avant la légalisation. Et donc, en fait, il faut être très prudent parce que... Est-ce qu'on sait pourquoi Alors parfois, vous savez, il y a des effets statistiques aussi qui sont difficiles à expliquer. Vous avez une petite augmentation qui est liée parfois aussi à des biais de désirabilité sociale moins importants quand on interroge les personnes, qui vont plus facilement oser parler de leur consommation. Mais en tout cas, en Uruguay, par exemple, l'augmentation de la consommation a commencé avant. Alors elle s'est poursuivie ensuite, mais elle avait commencé avant. Donc c'est pour ça que les chercheurs qui travaillent sur cette question là-bas n'établissent pas de lien entre la légalisation et l'augmentation de la consommation. Madame Conrad, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur les études qui montent actuellement, qui sont plus du côté des effets sur la santé ou de ce qu'on peut observer et peut-être un petit... C'est ce problème de...
c'est vrai que la corrélation et même les études qui sont très bien contrôlées et qui utilisent les designs prospectifs, c'est proche en termes de démontrer un effet causal, mais ça reste une relation tout simplement. Mais le problème que nous avons en science, c'est la seule façon de démontrer un effet causal, c'est d'utiliser un design expérimental où vous allez assigner un humain ou bien un sujet de façon randomisée à une certaine situation ou un traitement. Et même là, vous avez toutes sortes de biais, n'est-ce pas? Alors, cette issue une conclusion sur la causalité est toujours imparfaite, n'est-ce pas? Et c'est toujours la recherche et la science est toujours en recherche d'un design ou une certaine étude qui peut démontrer la causalité, mais c'est jamais parfait. Je crois que la littérature sur la relation entre le THC, le cannabis, le THC dans le cannabis et la risque pour une psychose est le plus proche que vous pouvez être en science en termes de pouvoir démontrer une relation causale. Alors, il y a des études pharmacologiques où vous donnez du THC à haute potentialité, à haute quantité, et vous allez induire une psychose dans un individu. Pas nécessairement permanent, mais un état de psychose aiguë. Il y a des études cliniques longitudinales, il y a plusieurs études qui démontrent un risque spécifique de la consommation de cannabis et un risque pour une psychose. Vous allez parler avec les cliniciens et il y a toutes sortes d'études cliniques démontrant que les consommateurs excessifs de cannabis ont un risque beaucoup plus élevé pour une psychopathologie qui implique des symptômes de psychose. Et je peux continuer. Alors, de ne pas accepter cette littérature, je crois, it's misleading pour nos amis et notre audience. Vraiment. C'est intéressant, vous ouvrez la porte sur Est-ce une que chose je peux aussi. réagir? Oui, bien sûr. Oui. Je veux juste dire que j'accepte très bien ces études-là. Ce que j'accepte pas, c'est qu'on dise que c'est démontré que ça cause, par exemple, l'échec scolaire ou que c'est démontré que le cannabis a des impacts sur le cerveau. Ça, c'est loin d'être vraiment bien démontré, puis ça dépend à quel âge, puis de dire que c'est plus que l'alcool sur la base d'une étude, ça, j'accepte pas ça. Mais ce que moi, je trouve super important, puis je l'ai dit vite, mais je vais le rappeler, c'est qu'en dépit de tout ça, même si c'était vrai, que c'était causal, la question qui tue, c'est est-ce que ça existait avant la légalisation et est-ce que ça existera après? Oui. Est-ce que ça va être plus? Est-ce que ça va être pire ou moins pire ou pareil? Si c'est moins pire, si c'est pareil, on gagne. Si c'est pire, effectivement, on y perd, à moins qu'il y ait vraiment beaucoup d'autres types d'améliorations pour notre société, comme moins de criminels, moins de stigmatisation, moins de criminalisation et de criminalité, là, et de violence et d'atteinte aux droits de la personne là, dans l'application de la loi. Je veux dire, je suis pas en train de dire que c'est parfait sous le régime de la légalisation, mais c'est tout ça qu'il faut regarder. C'est ce que je dis. Mais une question qui me vient naturellement à l'esprit, c'est bon, justement, on pose beaucoup de questions sur la légalisation. Est-ce que c'est pas finalement un moindre mal et c'est la meilleure façon de limiter les risques? Et peut-être avant un petit aparté, est-ce qu'il y a quand même on parle des jeunes, mais des gens plus vulnérables que d'autres? Parce qu'il y a différents types de consommateurs. Peut-être il y a les récréatifs, les problématiques, ceux qui sont addictifs. Est-ce que tous ces risques, bon, ça concerne juste une partie, et est-ce que de légaliser ouvre la porte à la prévention, à plus d'investissement? Et quel type de prévention on pourrait faire? Ou à d'autres types d'usages? Bon, je ne veux pas isoler
nos deux invités qui sont dans le monde thérapeutique, vous pouvez intervenir aussi. On viendra sur d'autres aspects tout à l'heure. Mais en gros, qu'est-ce qu'on pourrait faire en prévention si on dit on légalise et que ça permet d'éviter des choses? Je veux juste dire qu'on aurait dû faire de la prévention, même si c'était illégal, et de la réduction des méfaits, mais apparemment, il fallait que ça soit légal pour qu'on en fasse plus. On verra. Mais déjà, l'intérêt de la légalisation, c'est de déstigmatiser et d'ouvrir le dialogue. La soirée d'aujourd'hui, on est l'exemple, c'est-à-dire que, je ne sais plus qui s'est exprimé sur cette question-là, mais on n'a jamais autant parlé de cannabis depuis que des processus de légalisation sont mis en place. Donc, les pays dans lesquels l'usage est criminalisé, alors de cannabis ou d'autres drogues, ce sont des pays, ça a été démontré dans la littérature également, dans lesquels on a les dommages sociaux et sanitaires les plus importants vis-à-vis des drogues. Donc, en fait, le fait de légaliser permet de parler de la question, permet donc pour les personnes qui voudraient avoir accès aux soins, qui sont dans des usages problématiques, d'avoir accès aux soins, de se soigner, voire pour certains de sortir de l'usage de cannabis quand il est problématique. Et puis ça permet aussi dans les familles de pouvoir faire de la prévention, parler de ces questions-là. Donc en fait, ça peut avoir des effets positifs sur la libération de la parole. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, dans des pays qui criminalisent et qui ne légalisent pas, il y a énormément d'argent qui est dépensé pour les forces de police, pour le système judiciaire, et qui est de l'argent ensuite qui peut être réinjecté dans le soin et dans la prévention. Donc ça permet de faire des économies et de permettre une meilleure prise en charge, en tout cas, des consommateurs problématiques. Mais ce qu'il est important de rappeler également, je pense, dans le débat, c'est qu'on parle beaucoup des risques liés à la consommation de cannabis, mais la grande majorité des usages de cannabis sont des usages régulés et qui ne posent pas de problèmes particuliers, si ce n'est quand le cannabis est fumé, des problèmes qui peuvent être liés au Avez-vous fait des chiffres de un petit fumer. peu dans les cas problématiques? C'est 10%, 20%? C'est difficile, je sais que c'est pas... Moi, je connais la situation française, par oui, exemple. Bon, on a un niveau d'expérimentation du cannabis qui est chez les adultes aux alentours un peu moins de 50%, chez les jeunes à l'âge de 17 ans aux alentours de 40%, et l'usage problématique qui concerne tout juste 5 à 6%. Donc, en fait, vous avez un écart énorme entre à la fois l'expérimentation, l'usage régulier qui concerne à peu près 30% et l'usage dit problématique tel qu'il est défini par les échelles internationales. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose là-dessus ou peut-être... Peut-être juste saisir la balle au bon. C'est sûr, ça dépend comment on définit problématique. Est-ce qu'on parle de risque de dépendance ou d'accident, de psychose, tout ça ensemble? Bon. C'est un spectre, j'imagine. Oui, c'est ça. Mais si on parle, par exemple, la littérature, en général, nous dit que le risque de développer une dépendance chez les personnes qui consomment du cannabis, tout âge confondu, là, c'est 1 sur 10, mais à l'adolescence, ce risque-là est plus autour de 15-16 %. Mais on n'a pas besoin d'être dépendant pour subir, par exemple, d'avoir un accident. Donc, c'est quand même une question complexe, l'évaluation de la dangerosité. Ça dépend toujours des critères. Mais c'est vrai ce que dit Marie-Geoffrey-Roustide, que la grande majorité des consommateurs de substances psychoactives, qu'elles soient légales, illégales, et même d'autres substances que le cannabis, là, on peut parler de cocaïne, la majorité des consommateurs ne sont pas considérés comme des consommateurs problématiques. Là, je parle pas de ceux qui ont 12 ans, là. Je parle les consommateurs, population générale. Et ça, on l'oublie, en fait. Je pense que c'est central dans notre société. Puis le débat sur le cannabis nous amène là à sortir du clivage abstinent, bonne personne, et drogué, toxicomane, mauvaise personne. Il y a tout un spectre de consommateurs et il est là pour toutes les substances. C'est sûr qu'il y en a que c'est associé à plus de problèmes et de dépendance, mais il faut jamais perdre de vue que le consommateur moyen n'est pas un criminel et n'a même pas un problème de santé. Il ne fait que profiter de la vie. Madame Conrad, je vous vois, vous voulez réagir. Alors, oui, Le micro, toujours près de... Je suis tout à fait d'accord avec les commentaires, mais il y a une petite chose qui se passe à ce moment avec les jeunes. Alors, la décriminalisation est appliquée aux adultes, mais les jeunes restent dans
les politiques anciens qui sont peut-être problématiques en termes de stigmatisation, accès à des traitements ou bien tout ce que vous venez de parler. Et il y a aussi une évidence qui vient de Colorado qui indique qu'une chose qui est arrivée pour les jeunes, c'est qu'en passant la loi de légalisation, ils ont décidé d'être beaucoup plus fermes et sérieux envers la consommation des jeunes. Et ils ont vu une augmentation j'ai les mots en anglais, school exclusion et youth incarceration. Et alors, ces résultats sont difficiles à interpréter parce que le Colorado n'avait pas de bonnes statistiques pour commencer, mais ils ont vu cette augmentation. Et pour moi, ça c'est le domaine où je travaille et qui devient vraiment compliqué. Alors, je suis d'accord. La question de légalisation était une qui était vraiment... On ne pouvait plus justifier la loi et le fait qu'on criminalisait les consommateurs de cannabis. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec cette groupe de jeunes entre 16 ans et 21 ans où nous avons 30 à 40% des jeunes qui consomment de façon occasionnelle et qui sont toujours considérés comme des criminels. Alors, est-ce que nous devrons être un peu plus libéraux envers leur consommation ou bien est-ce qu'on devrait être encore plus sévère envers leur consommation, particulièrement en lien avec les études que mon équipe sort et d'autres sortent, indiquant que le cerveau continue à développer jusqu'à l'âge de 25 ans et peut-être est plus susceptible aux effets négatifs de la consommation de toutes sortes de drogues. Et c'est là où nous n'avons pas beaucoup de politiques ou de mesures ou d'interventions pour nous aider à établir un système de protéger nos jeunes. Il y a des interventions au niveau scolaire. Il y a quelques mesures, par exemple, Zero Tolerance Drinking and Driving Laws, Zero Tolerance tolérance zéro pour la conduite. Oui, et, qui protège les jeunes. protège. Ça leur force à choisir entre eux, conduire et consommer. Et ça protège 1 parmi 4 jeunes chaque soir. Et les résultats sont pas mal convaincants. Alors, pour moi, j'aimerais bien que la société avance un peu dans ce débat et on laisse la question de légalisation à côté parce que c'est déjà décidé et que nous allons maintenant faire un débat sur cette question. Comment est-ce que nous allons protéger la population contre quelques méfaits, quelques risques et aussi protéger la société contre l'influence de l'industrie sur nos décisions de santé publique et aussi l'influence de l'industrie sur la science et les études que nous allons investir pour évaluer l'impact de ce drogue. Je voulais justement dire qu'effectivement, je suis préoccupé de comment la légalisation va être appliquée avec les jeunes en particulier. Puis, dans ce sens-là, je pense qu'au contraire, il ne faut pas arrêter de parler de la légalisation parce que c'est arrivé. Il faut vraiment s'y intéresser de très près pour savoir comment elle va évoluer et l'ajuster en conséquence de ce qu'on semble observer comme résultat. Je voulais juste corriger un élément. Au Canada, dans C-45, le projet de loi de légalisation du fédéral, on a décriminalisé la possession simple de cannabis jusqu'à 5 grammes pour les jeunes de 12 à 18 ans. Donc, c'est pas vrai qu'ils sont encore criminels s'ils possèdent moins de 5 grammes. C'est vrai qu'au-delà de ça, il reste encore beaucoup de choses criminelles. Là. Si vous avez du cannabis qui n'est pas du marché légal ou si vous faites pousser du cannabis à la maison, ça reste criminel. Il y a encore beaucoup de comportements qui sont
très criminel. Et on a même durci des peines pour les parents ou les adultes ou des commerces qui vendraient à des mineurs, mais même des parents qui fourniraient à des mineurs. La peine maximale a été aggravée à 14 ans maximum de prison. Pour l'alcool, il n'y a rien. Sauf pour un dépanneur qui vendrait un mineur, il y aurait quelques centaines de dollars d'amende. Mais c'est juste pour dire qu'effectivement, moi, je suis très préoccupé de comment on va traiter la loi, l'accès au cannabis pour les jeunes, parce qu'il y en a beaucoup de jeunes qui consomment à 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Là, notre nouveau gouvernement veut proposer 21, ce qui, d'un point de vue de santé publique, fait un large consensus contre. Les experts en santé publique sont contre le 21 ans, parce que oui, il y a des risques pour le cerveau. Les risques jusqu'à 25 ans sont assez théoriques, mais même Fisher a lui-même dit dans son article que c'est surtout à 16-17 ans qu'on voit que les données sont consensuelles. Après ça, c'est moins clair. Puis, on peut s'enrôler dans l'armée à 16 ans. On peut s'acheter de l'alcool à 18 ans, s'acheter une maison, se marier, toutes des choses dangereuses. Non, mais c'est vrai, on cherche pas un âge de sécurité, on cherche un âge de maturité. Puis, il y a des pesticides dans le cannabis sur le marché légal qui sont très nocifs pour le cerveau. Donc, il faut vraiment regarder cette question-là de manière, encore une fois, globale. Est-ce qu'on veut vraiment laisser les jeunes de 18 à 21 ans dans le statu quo, dans le marché illégal, pas d'accès à des produits de qualité, risque effectivement d'être criminalisés s'ils vont au-delà du 5 grammes. Bref, c'est pas pour rien que le sénateur Nolin recommandait 16 ans au début des années 2002. On l'a pas beaucoup entendu dans le débat, mais c'est ce qu'il proposait parce qu'il y en a beaucoup des jeunes qui consomment à 16-17 ans. 18 ans, c'est un large consensus. C'est comme l'alcool. L'alcool est très néfaste pour le cerveau adolescent, puis ça, c'est assez bien documenté. Donc, il n'y a pas vraiment de justification scientifique d'avoir un âge différent pour les deux. Ça reste pas mal une posture morale. Si on veut faire le débat sur 21 ans pour le cannabis, faisons-le pour l'alcool. Au moins, soyons honnêtes. Et moi, je suis effectivement très préoccupé de voir une contraventionnalisation accrue auprès des personnes, notamment les jeunes, parce que si on interdit dans les endroits, dans les lieux publics, puis qu'on interdit avant 21 ans, puis qu'on est sévère comme ça, les gens vont pas tout d'un coup arrêter de consommer. Là. Ils consommaient quand c'était criminel. Ils vont continuer à consommer, mais là, un policier, au lieu de monter un dossier criminel, puis d'aller en cours, puis se faire dire par les procureurs, arrête de m'embourber le système avec des cas de possession simple, là, il peut donner une contravention, ça prend 2 minutes, ça fait rentrer de l'argent. Et ça pourrait devenir assez facile. Puis qui ont ces contraventions-là? C'est les jeunes, les marginaux, les gens dans la rue, les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Et là, on a un sérieux risque que les gens qui étaient davantage impactés par la prohibition soient encore les gens qui sont discriminés dans l'application de la loi. Et même, ça pourrait devenir plus conséquent pour ces personnes-là que sous la prohibition, parce qu'on pouvait tolérer sous la prohibition, fermer les yeux, mais maintenant la loi oblige à ne pas tolérer sur les campus scolaires, dans les organisations de travail. Donc moi je suis très préoccupé des effets pervers effectivement de l'application, puis c'est pour ça qu'il faut suivre ça de près, puis continuer à en parler de la légalisation. Vous avez mentionné un petit peu aussi sur la qualité du produit. Peut-être quelques mots là-dessus. Est-ce que la légalisation va permettre d'avoir des produits plus contrôlés, autant dans l'usage récréatif que dans l'usage thérapeutique, et peut-être ouvrir la voie aussi pour des recherches pour aller exploiter un peu plus? Je ne sais pas s'il y a... Oui, je pense que dans l'usage thérapeutique, c'était déjà assez bien contrôlé, en tout cas au Canada. Les producteurs avaient été identifiés puis sont contrôlés. Ça, c'était déjà fait. Je pense qu'au niveau récréatif, ce qu'on n'a pas discuté encore aujourd'hui, c'est que beaucoup des études qui ont été faites jusqu'à maintenant, peut aller jusqu'à, je sais pas, on peut remonter peut-être il y a jusqu'à 5 ou 10 ans. Le cannabis d'aujourd'hui, le cannabis qui est légal aujourd'hui, qui est vendu par la SQDC, c'est pas le cannabis qu'on retrouvait il y a 5 ans, puis il y a 10 ans, puis il y a 15 ans, puis il y a 20 ans, là où une grande partie des études dont on discute aujourd'hui ont été réalisées. Le cannabis d'aujourd'hui est différent, contient des substances pas différentes, mais en quantité différente. Je rejoins mon collègue sur le fait que le cannabis illégal, et en fait, la production de ce cannabis-là se doit d'être rapide et se doit de produire en grande quantité. Et pour faire ça, il y a effectivement
des pesticides et plein d'autres produits chimiques qui favorisent la croissance, qui sont complètement interdits par Santé Canada dans la pousse de cannabis légale maintenant. Donc, ce n'est pas le même cannabis, on ne retrouve pas les mêmes choses dedans. Et donc, les effets qu'on a pu mesurer avant, moi je dis, on est presque en train de repartir à zéro pour beaucoup de choses, en tout cas, au niveau de la science, où on dit, bien, le cannabis d'aujourd'hui, comme il est différent, il faut partir avec cette substance-là et vraiment bien l'étudier, et le cannabis comme tel et ses composés. Avec des taux de THC aussi beaucoup plus faibles, parce qu'on était rendu, je crois, à des taux de THC très, très élevés. Est-ce que vous voulez ajouter un dernier petit mot À niveau clinicien, nous voyons aussi que l'avantage de la légalisation, ça nous permet de donner toujours les mêmes produits. Oui. Quand on achète l'aspirine, nous voulons toujours la même aspirine, les mêmes milligrammes. Alors, les patients qui utilisent le cannabis d'une façon irrégulière, qui ont acheté dans ton beau-frère qui te donne, c'est un cannabis que peut-être il y a une composante de THC, CBD toujours différent. Alors, grâce à la légalisation, au moins, nous avons maintenant un produit toujours pareil, toujours bien contrôlé et sécuritaire. Parce que, juste pour rappeler, bon, tout à l'heure, c'est passé assez rapidement, l'effet thérapeutique de la douleur, c'est surtout le CBD, c'est ça, et un petit peu le THC ou... Ce n'est pas clair. Ça n'est pas clair encore. Non, ce n'est pas clair. Ça, c'est pas... Et sans doute, le THC, il y a une propriété analgésique, entre d'autres choses, mais aussi le CBD. Alors, on commence à choisir quel est le meilleur produit pour quel patient, pour quel symptôme. Mais d'ailleurs, je crois que dans les magasins, il y a différents produits avec différentes concentrations. Est-ce que je me trompe? On peut choisir dans les magasins, quand il y avait encore de... En général, maintenant, ils sont en rupture de stock. Des produits, surtout avec une concentration très haute de THC, sans aucune CBD. Il y a des produits avec une concentration balancée entre tous les deux. Il y en a qui n'ont pas du THC, par exemple, juste du CBD. Donc, ils n'auraient pas d'effet psychoactif, ceux-là? Nous voyons que grâce aux produits qui ont juste du CBD, il n'y a pas un effet psychoactif. Psychoactif, celle qu'on espère avec un produit du cannabis. Oui. Il y a une action psychoactive pour l'anxiété, par exemple, mais les patients ne trouvent pas qu'ils se sentent dans une situation psychoactive comme telle que nous voyons chez les patients qui ont fumé une cigarette du cannabis. Écoutez, il est le temps maintenant de passer aux questions de la salle. Vous avez été patient. Alors, c'est très simple, il y a un micro au centre. On vous demande de vous présenter au micro, si possible de faire des questions assez courtes, pas des longs développements, parce qu'on ne passera jamais au travers. Donc, monsieur, à vous. Oui, bonjour. Juste un éclaircissement. Est-ce que j'ai bien compris, monsieur, à mon extrême droite, les jeunes gens de 12 à 17 ans peuvent être en possession de 5 grammes? Non, merci de poser la question. Il y a une nuance à apporter. Ils ne sont plus passibles de peine criminelle, mais ils ne sont pas autorisés à posséder. Ils peuvent être passibles, et là, le fédéral a laissé ça aux provinces, passibles d'amende. Mais ce n'est plus une infraction criminelle. Oui. De 12 à 18 ans moins un jour, posséder jusqu'à 5 grammes de cannabis n'est plus, au Canada, une infraction criminelle. Oui. Ma seule intervention, c'est, il y a déjà 7 ans, j'ai vu à Télé-Québec un reportage extraordinaire sur une clinique médicale, c'était soit en Australie ou en Nouvelle-Zélande, où les médecins traitaient des jeunes gens aux prises avec surconsommation de cannabis et problèmes d'ordre mental. Disons que je demeure dans le centre-sud, le quartier de Monsieur, à mon extrême droite. J'y demeure... Non, j'habite dans Rosemont. Ah oui? Ah bon? Ah, mais vous travaillez dans le centre-sud? Ah, je travaille partout. Ah, comme Dieu, il travaille partout. Alors, je demeure ici et disons qu'il y a un policier une fois qui m'a dit, Michel, il dit, à chaque 3 portes ici, là, c'est simple, tu as soit un consommateur de cannabis ou un vendeur de potes. J'en revenais pas. Et puis, j'ai regardé tous mes voisins et puis, oui, effectivement, soit un consommateur ou un vendeur.
Et mon voisin le plus immédiat, c'était le fort probablement meilleur producteur de potes au Québec en termes de qualité. Et puis, il en fumait 7 joints par jour, ça lui était facile. Et dans mon cercle, il y a des gens qui ont souffert de maladies. Moi, j'en ai jamais pris, là, mais il y a des gens qui ont souffert de maladies d'ordre mental suite à la consommation. Moi, ce qui me chicote beaucoup... Est-ce que vous pouvez juste, monsieur, juste ramener votre question, je voudrais... Oui. Moi, ce qui me chicote beaucoup, là, c'est que dans cette clinique nouvelle-zélandaise ou australienne, les médecins disaient que tout être humain a des prédispositions génétiques à certaines maladies, et même d'ordre mental. Alors, le fait de surconsommer, et ça crée de la dépendance que de prendre du cannabis, je le sais. Rapidement, monsieur. Là, Oui. vraiment, on va rapidement poser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en ligne, il y a des OK. gens aussi qui posent des questions par Oui. Internet. Alors, ce qui Rapidement, votre question. m'inquiète, c'est justement si on a des maladies génétiquement qui peuvent se développer à cause d'une consommation de cannabis. Moi, je trouve ça très problématique. Ne trouvez-vous pas? Ben, comme je disais tantôt, est-ce que c'est problématique quand ça La arrive, question mais est est-ce que courte. ça va arriver plus qu'avant? La réponse n'est pas nécessairement claire. On a d'ailleurs une question, avant de passer la parole à une autre personne qui est au micro, une question qui nous vient de quelqu'un qui nous suit sur la toile, quelque part dans l'univers, et qui vous pose la question, est-ce que justement le cannabis pourrait être une opportunité pour contrer la crise des opioïdes? Sans aucun doute, nous voyons que grâce à la consommation du cannabis thérapeutique, nous voyons que les patients prennent moins opiacés pour Oui. gérer la douleur. Ok, donc Il n'y a aucun doute. Oui, la crise du fentanyl qui est assez dramatique. Entre d'autres, aucun doute. Mais pour répondre, monsieur, nous, quand on décide de donner le cannabis thérapeutique, nous avons certains questionnaires qu'on utilise pour savoir si ce patient potentiellement peut devenir addict ou pas. Quand il y a un patient qui on soupçonne qui deviendra addict à notre cannabis, on essaye toujours d'essayer d'autres choses moins dangereuses. Et c'est probablement quelque chose qu'il faudrait faire avec plein d'autres médicaments. Là. Je pense, dans mon domaine, moi, je suis dans les opioïdes, puis c'est certainement un problème. Les opioïdes, c'est une substance qui mène à la dépendance, très certainement, je veux dire ça, c'est très clair. Mais l'historique des gens, quand on a déjà des dépendances, on est certainement plus sensible à en développer d'autres. Donc, effectivement, l'historique des patients en tant que tel, c'est quelque chose qu'il faut certainement se pencher là-dessus. Madame, votre question. Oui, bonjour. Dans le fond, moi, c'est Raphaël. Puis j'aurais 2 questions. Dans le fond, la première, c'était pour Dr Perez, si je ne me trompe pas. Parce que vous avez parlé que vous vouliez augmenter justement les études à travers le cannabis, etc. Mais est-ce que c'est dans vos projets d'étudier l'effet d'entourage avec les terpenes, dans le fond, tout ce qui est les arômes qui pourraient influencer l'effet? Sans doute, les terpénoïdes ont un effet thérapeutique comme d'autres éléments végétaux. Alors, nous devons les identifier. Maintenant, ça nous aide beaucoup que quand certains producteurs nous donnent les données de quels sont les terpénoïdes qui sont présents dans certains produits pour commencer à faire des associations. Mais encore, nous ne savons pas clairement comment les utiliser. Mais j'ai aucun doute que dans un futur, on va utiliser certains cannabinoïdes avec certains terpénoïdes qui sont des produits présents dans la nature pour traiter certains symptômes, sans doute. Parfait, merci. Puis l'autre, c'était pour M. Fallu. En fait, c'est que vous avez parlé des contraventions, puis comment que ça pouvait stigmatiser les consommateurs. Puis j'aurais aimé ça vous entendre sur le côté plus stigmatisation des patients médicaux, parce que là, on voit que c'est pas nécessairement les mêmes produits qui vont avoir ce côté médical, le côté récréatif. On a aussi une augmentation assez drastique des taxes du côté médicaux. Donc, ça fait que les patients peuvent avoir tendance à se transférer vers le côté récréatif. Donc, j'aurais aimé ça vous entendre sur ce sujet-là.
Oui, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Les personnes qui consomment le cannabis pour des raisons médicales sont à risque de plusieurs problèmes d'injustice, notamment cannabis au volant, là, avec la tolérance zéro complètement inapplicable. Des gens qui consomment de manière quotidienne peuvent être systématiquement détectés positifs alors qu'ils sont tout à fait aptes à conduire, alors que quelqu'un qui a pris un muffin aux potes il y a 3 heures serait pas détectable dans sa livre, il serait très dangereux. Ça préoccupe beaucoup les personnes. Le prix, effectivement, puis la position de l'Association médicale canadienne qui dit abolissez le programme de cannabis médical, il est rendu accessible dans le récréatif. Donc, arrangez-vous parce que nous, on reconnaît pas la valeur médicale du cannabis parce que c'est la Cour suprême qui a obligé le gouvernement du Canada à le rendre accessible. Et ça veut dire plus de suivi en plus pour les gens qui auraient certainement besoin. Là, mes collègues savent mieux ça que moi. Tout ça. Puis aussi, même le fait que c'est un médicament, c'est légal, mais il y a encore un stigma autour de ça. Puis dans les milieux de vie, même de travail, ça peut encore être un stigma. Là. Je sais pas si... Ouais. C'est pas un médicament. Non, ben c'est pas un médicament, c'est prescrit médicalement. Mais ça sert une question intéressante. Est-ce que tu te laisserais faire opérer par un chirurgien qui prenne de la morphine pour un problème de santé? Avec le cannabis, ça pourrait être une chose pareille. Il faut trouver quels sont les produits qui fonctionnent pour certains symptômes et commencer à les décriminaliser. C'est juste un traitement. Mais c'est une chose différente du cannabis thérapeutique. Oui, en fait, je pense que juste Oui, allez-y. ce qu'il faut ajouter, c'est que quand on parle de cannabis à usage récréatif, là, ça égale THC. Hein. Ce qu'on va rechercher dans un usage récréatif, c'est l'effet euphorique qu'offre cette plante-là. Faudrait parler au micro parce que là, on ne vous entend vraiment pas. Donc, nous, on vous entend, mais en arrière, non? Parce que c'est vrai que du côté récréatif, on va chercher beaucoup le high qui est associé au THC. Moi, pour être une consommatrice depuis que je suis adolescente, j'ai fait des études universitaires en relations internationales, environnement, donc j'ai une très bonne motivation à l'école. Puis, j'ai remarqué que quand on va à la SQDC, il y a des produits, par exemple, qui sont 17% de CBD, 0 THC, qui sont sativa, qui vont donner un excellent effet, je vais dire euphorique entre guillemets. Donc là, je me dis, côté récréatif, est-ce que ça ne serait pas plus les consommateurs qui auraient associé le high au THC, mais qu'on peut les éduquer différemment pour aller chercher un autre type de high? Oui, possiblement. Puis en fait, il y a encore, même s'ils sont dit 17% CBD, 0% THC, il reste qu'il y a encore plein de choses dans ça. Là, mais en fait, tout ça pour dire que lorsqu'on parle de conduite automobile, lorsqu'on parle de comportement, puis de la capacité à poser un geste, donc un geste professionnel, ce n'est pas nécessairement associé à tous les composés, encore une fois, de cette plante-là. Il faut vraiment réussir à faire la distinction pour mieux connaître chacun des composés et les effets qu'ont ces composés-là. D'ailleurs, c'est amusant parce que le fait qu'on parle du cannabis fait qu'il y a plein de gens qui se sont penchés sur les substances. Et vous avez peut-être vu passer la nouvelle. Donc, on a trouvé une mousse ou un genre de mousse qui contient une substance similaire au CBD ou au THC, je pense, mais sans certains effets secondaires et qui aurait un pouvoir anti-inflammatoire beaucoup plus important maintenant. Donc, monsieur, votre question. Moi, je suis médecin. Je vais parler donc de l'aspect médical. Moi, je respecte beaucoup vos interventions, je vais les appeler sociales, que vous avez faites. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais moi, la problématique que j'ai se situe au fait que dans la tête du monde, la marijuana, c'est un médicament que tu prends parce que tu veux être high. Donc, moi, je vois des patients au bureau qui m'ont été référés pour avoir de la marijuana pour telle raison. Mais la première chose que le patient me dit, c'est de dire, moi, je ne veux pas devenir psychotique, je ne veux pas avoir des hallucinations, je ne veux pas développer de schizophrénie, etc., etc., etc. Donc, dans le monde qui sont contre le cannabis récréatif, c'est sûr qu'on va mousser ces choses-là. On va dire il y a danger de schizophrénie, il y a danger de ci, il y a danger de ça, il y a danger de ça. Donc, moi, des personnes qui en souffrent, c'est les personnes qui rentrent dans mon bureau qui ont peur d'avoir ces effets secondaires-là parce qu'on associe cannabis juste avec THC. Ça, c'est le premier commentaire. Le deuxième, je renforce ce que mes confrères m'ont dit, ça va prendre de la recherche, de la recherche, de la recherche et de la recherche. Troisième commentaire, on était très contents d'avoir des patients qui venaient dans des cliniques de cannabis
pour les arrêter de fumer la plupart du temps, parce que pour un médecin, on essaye de ne pas faire fumer notre patient puis de donner des huiles ou d'autres façons. On était content de voir qu'il n'y avait plus de cannabis illégal sans savoir à 100% ce qu'il pouvait peut-être avoir dedans, mais ça, on n'a pas donné beaucoup là-dessus. Donc, on était capable de traiter nos patients comme ça. Là, le gros problème qu'on a, puis ma consoeur me précédé tantôt, c'est le coût du cannabis qui va être vendu dans la commission des liqueurs est beaucoup plus bas que le cannabis médical. Donc, on va être pogné avec des patients qu'on donne des explications pour les traiter, puis parce que c'est moins cher, qui vont commencer à jouer avec d'autres sortes de cannabis qui vont avoir beaucoup plus de THC que de CBD. Donc, c'est nous autres qui vont avoir le problème. Puis le dernier commentaire que j'ai à vous dire, puis ça, vous sachez ça aussi, c'est qu'on est en manque de cannabis médical au moment où on se parle, parce que les compagnies ont arrêté d'en produire pour produire plus de cannabis récréatif. Donc, qui en souffre, c'est nos patients, parce qu'ils sont obligés de changer de dose de cannabis, etc., etc. Puis eux autres qui étaient soulagés par ce qu'il y avait se retrouvent encore les fesses à l'eau. Madame Conrad, vous voulez réagir, et M. Fallu aussi, Oui, Madame. très brièvement, les chercheurs sont aussi en manque du cannabis et de certains produits. Précisez, en manque pour vos études. Par exemple, de pouvoir trouver certaines substances qui sont beaucoup plus haut en CBD et réduits en THC, de trouver des partenaires pour nous donner accès à des combinaisons qui sont vraiment intéressantes d'un niveau scientifique et pas pour les produits commerciaux. Nous avons des attentes de 2 ans, même 3 ans pour en trouver la bonne substance. Alors, vous n'êtes pas toute seule. Encore des enjeux de mise en œuvre de la légalisation. Peut-être que l'autoproduction aiderait aussi à pas avoir de pénurie, je pense, pour le récréatif là, ou le non thérapeutique, puis des microproducteurs. Mais bon, il y a des enjeux aussi de contrôle de qualité, puis beaucoup d'enjeux dans le modèle. Mais je pense que ça votre argument du manque, effectivement, c'est un problème, mais ça se règle de différentes façons. Je pense aussi que vous avez parlé, je ne sais pas, moi ça m'a fait penser à la banalisation, puis c'est sûrement quelque chose qui préoccupe bien les gens, on le dit souvent. Puis je suis pas certain que c'était ça que vous aviez dit, mais quand on me dit ça banalise, ben peut-être, mais il faut contrer ce message-là. Puis c'est vrai qu'il y a une perception que c'est un médicament, donc ou c'est prescrit. Donc, c'est sans risque, alors que c'est pas ça. Tous les médicaments comportent des risques, mais on juge qu'il y a davantage que de risques. Bref, il faut contrer ce message-là. Puis il faut aussi favoriser la vaporisation aussi comme mode de consommation là, qui peut améliorer la situation. En tout cas. Marie. Juste une précision. Dans ce que disait monsieur tout à l'heure, ça renvoie également à un autre débat dont on a peu parlé. Un des dangers de la légalisation, selon moi, c'est la question du marketing, en fait. Et je pense que, ce qui est important, dans le choix qu'a fait le Québec par rapport le Canada, pardon, par rapport à d'autres États des États-Unis, c'est vraiment important. Moi, je trouve qu'une des réussites dans la légalisation, c'est quand on a un marché contrôlé par l'État. Si on a effectivement une trop grande libéralisation avec du marketing extrêmement agressif de la part des firmes, là, on se retrouve dans la situation que vous pointiez tout à l'heure et moi qui me préoccupe également beaucoup, c'est l'effet que ça peut avoir ensuite chez les jeunes en termes de normes sociales si on a un marketing extrêmement fort sur la question du cannabis. Mais même contrôlé par l'État, on n'a qu'à regarder, ça, je trouve ça juteux, là, que le débat actuel nous fait mettre en exergue à quel point le modèle d'encadrement de l'alcool, c'est vraiment n'importe quoi, parce qu'il y en a du marketing, on reçoit une carte Inspire, rabais escalier, là, je veux dire, j'ai vu un excellent article récemment, le Stop Fretting About Pot, We're Swimming in Alcohol. Mais ce que je trouve intéressant, et j'avais peu entendu, c'est que finalement, ceux qui produisaient du cannabis thérapeutique, si je comprends bien, vont délaisser cette production qui est sans doute plus compliquée et qui a des contraintes beaucoup plus fortes pour aller dans le cannabis récréatif. Est-ce que je comprends bien qu'on produit moins, que vous n'arrivez plus à vous alimenter en cannabis thérapeutique et qu'on produit plus maintenant du récréatif? Je pense que dans l'immédiat, à l'heure où on se parle, c'est effectivement ce qui arrive.
Il faut savoir, par exemple, qu'au niveau de Santé Canada, il y a des centaines de demandes de licences qui ont été déposées par plusieurs producteurs en devenir, je vais appeler ça comme ça. Donc, plusieurs compagnies qui veulent produire du cannabis, certains pour usage récréatif, mais plusieurs pour usage thérapeutique. Donc, une fois que ces compagnies-là seront installées puis ils vont pouvoir produire, on va voir ce qui va se passer. Le marché va se stabiliser. À l'ouverture, le 17 au matin, là, en dedans de quelques heures, plusieurs SQDC se sont vus vider de leurs tablettes. Il n'y avait plus rien à vendre. On ne verra pas ça à longueur d'année. Il y a eu un boom là, en partant, puis le marché va se stabiliser. La consommation va se stabiliser très certainement. C'est quelque chose qui va... Puis au niveau du cannabis médical, j'ose espérer que des producteurs vont... Il y en a qui ont déjà émis là, le désir de vraiment rester dans le médical, exclusivement dans le médical. Donc, si ça se produit comme ça, bien, je pense que ça va certainement se rétablir à moyen terme. Docteur Pérez. Et à niveau médical, nous allons voir que l'utilisation du cannabis thérapeutique, ça va être totalement différent de celle du récréatif. Nous verrons que les gens qui utilisent le cannabis récréatif vont utiliser surtout des produits avec THC, surtout, et avec des doses beaucoup plus hautes. Au niveau thérapeutique, je pense qu'on va utiliser beaucoup moins THC, entre d'autres choses, et les milligrammes de THC qu'on va utiliser, ça va être beaucoup moins. On commence à voir, grâce à le registre québécois du cannabis, qui a plus de 3000 patients qui l'utilisent, nous voyons que la dose moyenne, c'est entre 2 et 4 grammes par jour. Okay. Et ça serait peut-être entre 4 et 8 cigarettes par jour du cannabis. De cannabis en général. Si on qui considère contient beaucoup de CBD ou qui contient... Non, nous n'avons pas ces données déjà, okay. Mais prochainement, nous allons voir quelles sont les préférences pour l'utilisation du cannabis thérapeutique. Je suis convaincu que les profils sera totalement différents du cannabis thérapeutique. Pardon, récréatif. Récréatif. Monsieur. Bonjour, merci pour vos commentaires puis interventions. Je me disais, depuis l'annonce de la légalisation, on entend beaucoup de discours alarmistes sur le cannabis en général, puis j'ai l'impression que les décideurs, particulièrement au niveau provincial et municipal, en ont profité pour finalement venir imposer davantage de restrictions sur la consommation. Pratiquement, j'ai l'impression qu'on n'est pas dans une légalisation, mais peut-être une prohibition 2.0. Puis je me demandais si jamais, je suis un optimiste, si jamais on va vers la décriminalisation ou la légalisation ou la régulation d'autres drogues, comment éviter ces dérives morales-là, puis la criminalisation ou plus de restrictions? Je me sens interpellé. En fait, j'ose espérer, puis c'est un de mes collègues juristes du droit, historien du droit, qui me disait « c'est inévitable que ça commence comme ça, mais ça va prendre un certain temps avant que ça rentre dans les mœurs. » Puis l'enjeu est encore un enjeu d'équilibre. On veut pas que ça devienne glorifié, tu sais, le cannabis ou d'autres substances. Mais oui, il faut favoriser une certaine acceptabilité sociale. Puis même, j'ose même dire le mot normalisation, pas banalisation, glorification, mais que ça devienne normal que du monde consomme pas, puis que du monde consomme. Puis qu'on fasse pas comme avec l'alcool, où c'est pas normal de pas consommer. T'sais. Parce que c'est ça la réalité au Québec. Là. Si tu consommes pas d'alcool, t'es pas normal, tu te déranges. Ça devrait tellement pas avoir de lien. Mais c'est normal, je pense que ça se change pas du jour au lendemain. Après des années, des décennies de propagande anti-drogue, de prohibition, t'as beau légaliser, là, mais le changement juridique, normes juridiques ne changent pas les normes sociales comme ça. Là. Parce que je me disais, j'ai l'impression qu'il y a des lois qu'on passe, par exemple l'interdiction d'avoir des plans à domicile au Québec, qui vont, selon moi, à l'encontre de la philosophie à la base de la légalisation. Fait comment est-ce qu'on pourrait empêcher pas ce droit aux provinces, mais comme faire respecter finalement davantage l'idéologie puis la philosophie derrière? Bien, sans vouloir m'étendre, je veux dire, d'abord, on était dans une année électorale au Québec, puis il y a des décisions qui se prennent dans les assemblées nationales et politiques qui sont pas nécessairement pour le bien commun, mais pour être élus.
Puis malheureusement, des fois, ça va pas dans le même sens. Les plans à la maison, effectivement, il y a plusieurs dispositions de la loi et même de propositions de la CAQ, là, pour pas les nommer, qui vont à l'encontre des objectifs de la loi et des objectifs de santé publique. Et j'insiste là-dessus, là. Interdire dans les lieux publics partout, puis que plus personne ne peut consommer nulle part à moins d'être riche propriétaire. Pas consommer avant 21 ans, pas permettre d'avoir quelques plans à la maison, ça va à l'encontre de l'objectif de la loi. Et pourquoi on fait ça? Pour toutes sortes de raisons électorales et d'intérêts, de groupes d'intérêts. Par exemple, les associations de propriétaires qui ont dit le cannabis, ça fait moisir les maisons. Bien, c'est sûr que c'est une serre hydroponique de Hells Angels destinée à une production industrielle, oui. Mais si moi j'ai des plantes chez nous, puis il n'y a pas de mur qui tombe, la même chose, la police a dit, mais là c'est difficile de contrôler 4 plants, mettez ça à 0, mais 0 aussi c'est difficile, là. 1, 2, 4, c'est tout difficile. Fait que il y a plein de non-arguments, il y a plein de... Et on a plein d'élus. Je vais reprendre les propos de quelqu'un qui est ici puis que je nommerai pas parce que je n'y ai pas demandé l'autorisation, mais qu'il y a plein d'élus partout au pays, au Parlement, à l'Assemblée nationale, dans les villes, dans les municipalités, dans les provinces, qui prennent des décisions sur un sujet qu'ils connaissent pas. Ils prennent leurs informations partielles et partiales dans les médias de masse. Fait que ça donne ce qu'on a. On va prendre une autre question. On va accélérer un petit peu. J'ai aussi des questions qui viennent des gens qui nous écoutent en web-diffusion. Donc, monsieur. Oui. Dans le fond, j'ai une question pour madame. Ici, à gauche, il y a quelque chose que vous avez mentionné au tout début de la conférence qui m'a comme fait accrocher. Vous avez mentionné des études ou des observations qui montraient que, dans le fond, le changement des comportements se faisait quelques années avant la journée même de la décriminalisation. Dans le fond, le discours politique qui amènerait ça. Mais ça pourrait pas être plus tôt que, dans le fond, c'est juste l'inertie sociale, que les valeurs de la société ont changé, mais les comportements ne se sont pas ajustés. Puis le discours fait simplement que les comportements s'ajustent aux valeurs des individus, plutôt que vraiment provoquer un changement de valeur. Dans le fond, que ça soit le discours politique plus... C'est ça, c'est le point. Le micro, ce serait mieux. Oui, c'était le point que j'essayais de faire, c'est le processus... devenir une société qui est plus libérale envers le cannabis, qui va changer les attitudes et de ceux qui n'avaient pas ces attitudes-là, qui vont permettre plus d'accès ou bien qui seront plus libérales envers les comportements. Et vous voyez une augmentation de la consommation. Mais ce n'est pas les lois nécessairement. Mais est-ce que c'est pas l'inverse? C'est-à-dire, est-ce que les attitudes changent pas d'abord? Mais en fait, les deux peuvent coexister, mais les attitudes changent et ça favorise un changement législatif ensuite. C'est ça que je dis. Je pense que les deux peuvent coexister. On a une question qui vient de quelqu'un qui nous écoute en web-diffusion, mais on va aller rapidement. C'est sur le système de permis de conduire. Est-ce qu'il devrait être plus sévère envers d'autres médicaments? On a abordé un peu cette question. En fait, tout est criminel. Conduire avec les facultés capacités affaiblies, c'est criminel, mais c'est pas tout aussi facile à prouver les uns que les autres. La fatigue, par exemple, au volant, c'est très dangereux. Il n'y a pas de test de salive pour ça, mais c'est criminel. Puis pour les médicaments, en fait, c'est toujours indiqué. S'il y a des risques au niveau de la somnolence, c'est indiqué sur l'étiquette, puis le médecin va aussi bien le mentionner à son patient. Là. Maintenant, après, il faut pouvoir le détecter. Pas évident. Donc, là, dans le cas du cannabis, mais à la base, même légal, ça demeure une drogue. Là. Donc, comme l'alcool. La question, madame. Bonsoir. J'aimerais vous dire que je me mets comme exemple parce que je suis une baby boomer, puis j'ai été exposée au cannabis, au pot, à toutes sortes d'autres drogues. Hein? Même le tabac, que j'ai jamais tombé à prendre beaucoup de rien. Puis je voyais des gens qui prenaient le cannabis, qui en prenaient trop. J'ai vécu en dehors du Québec. En Amérique latine, on en prenait pas mal, souvent, de ces choses-là. Ce que j'aimerais savoir, c'est que moi, j'ai une nature un peu expérimentée, qui aime expérimenter et qui, sans doute, a pris plusieurs de ces
tu sais, LSD, champignons, tout ce que vous voulez. C'était à titre de connaître et sachant qu'on pouvait, surtout le cannabis, le marijuana, qu'on pouvait devenir addict à ça, mais moi, comme tabac aussi, je n'ai pas eu cette tendance jamais. Par contre, j'aimerais qu'on puisse se centrer sur la question de personnalité, de prédisposition. Qu'est-ce qui amène à une prédisposition de vouloir en prendre, puis surtout trop, une dépendance? J'ai été exposée à une neuropsychologue ces derniers temps, puis elle parlait de partie du cerveau où la dépendance, c'est la partie où la dépendance peut arriver. Alors, il y a des façons de comprendre qu'il y a des prédispositions, autant de personnalité que qui est physiologique dans le cerveau, qui peut nous amener à consommer en excès autant le cannabis que tous les autres. Peut-être on va me poser la question, justement, on est des spécialistes un peu sur le cerveau, les circuits de la récompense qui sont en cause dans toutes les dépendances. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou... Moi, oui. Puis après... Votre commentaire est en lien avec une très grande littérature qui démontre un lien entre certains facteurs de personnalité et la tendance de soit expérimenter avec des différentes substances ou bien être plus attiré à certaines substances. Mais c'est un peu comme être mâle ou bien femelle. Alors, les hommes sont plus à risque pour une consommation excessive que les femmes. Oui, c'est vrai. Ou bien... alors, il y a plusieurs différents facteurs de risque. La toxicomanie, la décision de consommer ou bien la consommation excessive, c'est un comportement qui est déterminé par plusieurs différentes variables. Il y a des variables individuelles, les variables biologiques, il y a des variables qui sont reliées à la substance. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de THC ou bien moins de THC, par exemple? Et il y a aussi des variables qui sont liées à l'environnement. Est-ce que c'est très accessible? Est-ce que c'est un comportement qui est favorisé, valorisé par la société? Dans ma recherche, j'essaie toujours à mesurer plusieurs de ces variables et facteurs. Mais c'est vrai que les traits de personnalité sont très prédictifs à qui va être un consommateur plus excessif que l'autre. Oui, je voulais. En effet, c'est multifactoriel. Et si on veut faire la différence entre consommer puis vraiment dépendance au sens psychiatrique du terme, ce qui ressort de la littérature, d'abord, je n'aime pas le discours qui dit que c'est une maladie du cerveau. C'est très réducteur, c'est multifactoriel et il n'y a pas une seule trajectoire développementale ou étiologique qui va mener à la dépendance. Certaines personnes, ça peut être totalement une hérédité, une vulnérabilité au niveau du cerveau, la présence d'un gène. J'entendais un chercheur dire qu'il avait identifié le gène de la dépendance, mais il y avait juste 5% des personnes dépendantes qui le possédaient. Donc, ça se peut que certaines personnes, ça soit ça. D'autres, ça peut être vraiment plus biologique, psychologique, un mélange de tout ça. Mais les facteurs qui ressortent, c'est vraiment les problèmes de santé mentale, l'abus physique et sexuel dans l'enfance, une hérédité, un trouble, un comportement difficile, des traumatismes là, et les inégalités sociales, pauvreté, tout ça favorise. Ça prend un terreau, en tout cas ce que ça dit aussi, c'est que ça prend un terreau fertile pour, un peu comme vous disiez, il y a des gens qui touchent à ça, ça fait rien, d'autres ça développe en dépendance, ça prend un terreau fertile pour se développer. C'est pas tout le monde qui va développer la dépendance, heureusement, au nombre de personnes qui consomment. Heureusement, oui. Juste une précision là-dessus. Enfin, je pense oui, que les facteurs génétiques, les prédispositions, bon, c'est quelque chose d'important, hein, ça je le nie pas, mais il ne faut pas oublier que nos conduites, elles s'inscrivent également dans un environnement social. Et donc souvent, ce qu'on voit, en tout cas dans les études de trajectoire qu'on peut mener
auprès des personnes qui consomment des drogues, c'est que le passage à la dépendance, il est souvent aussi lié à des facteurs environnementaux et sociaux. Je vais juste vous donner un exemple. En France, par exemple, ce qu'on a montré dans les études, c'est que les jeunes les jeunes qui consomment le plus de drogue, contrairement à ce qu'on pourrait penser, sont les jeunes issus des milieux sociaux les plus favorisés à Paris. Alors que habituellement, dans l'imaginaire social, on associe souvent les drogues à la précarité sociale. En revanche, le passage à l'usage problématique et à la dépendance, il est beaucoup plus fréquent chez les jeunes issus de milieux sociaux défavorisés à Paris. Alors, je pense que ça serait quand même difficile de penser que tous les jeunes issus de milieux sociaux défavorisés auraient une prédisposition génétique à la dépendance ou à l'usage problématique. Et en fait, ce qu'on voit qui joue là, dans le passage à l'usage problématique ou à la dépendance, c'est que chez les jeunes issus de milieux sociaux défavorisés, ils ne vont pas avoir les mêmes supports sociaux qui vont leur permettre de consulter le bon médecin, le bon psychologue qui va leur permettre d'éviter effectivement quand ils ont un usage qui est un usage problématique qui vient par exemple pour combler des difficultés d'adaptation sociale. Ces jeunes-là n'auront pas accès donc au système de soins de la même manière. Et donc, en fait, c'est les supports sociaux ou l'absence de supports sociaux plutôt qui va favoriser dans ce cadre-là la dépendance. Donc, c'est pour ça que je pense que les facteurs génétiques existent. Moi, c'est pas du tout mon domaine, mais en tout cas, l'environnement social dans lequel on consomme, le sens qui est donné à la consommation, les fonctions que la consommation joue dans la vie des individus sont aussi quelque chose de très important pour comprendre le rapport au produit. Moins de facteurs de protection aussi dans ces milieux-là. Oui. Le temps file, alors on va prendre une question. Monsieur, merci beaucoup, madame. Le plus rapidement, je rajoute une petite chose, je suis désolée, j'ai le mauvais rôle de contrôler le temps. Donc, si vous pouvez faire vos questions assez rapidement, et on ne prendra plus de questions après la dernière personne qui est installée en ligne. Bon, ma question, c'est une question d'intérêt public. C'est un débat sur la légalisation du cannabis. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui voudrait débuter sa consommation dans le cannabis tant de façon orale que de façon inhalée? De se renseigner sur les effets du cannabis, de connaître la durée d'action, à quoi s'attendre, dans un bon contexte, choisir, les Anglais disent start low, go slow, de pas faire ça seul, d'être dans un contexte favorable, de pas mélanger, d'utiliser des modes de consommation, si c'est inhalé, qui soit vaporisé idéalement plutôt que fumé, d'être en présence d'autres personnes aussi qui sont là pour que ça dérape pas faire ça seul, de prévoir un temps pour après. Là, j'ai plein de conseils de réduction des méfaits comme ça. Là, D'ailleurs, une question, ça m'amène une question. Est-ce que les gens qui vendent dans les magasins officiels maintenant font office de conseillers aussi? Oui, ils sont supposés. Il faut voir comment ça se fait, parce que c'est toujours dans le ton. De donner des conseils de réduction des méfaits dans les succursales, c'est très bien, mais si c'est très moralisateur et paternalisant, je suis pas sûr que ça passe très bien. Mais oui, des conseils de réduction de méfaits ou de moindre risque, comme je nommais là. Dans le fond, c'est comme on fait avec l'Halloween. Pour l'Halloween, il y a des enfants qui meurent écrasés, puis il y a personne qui dit qu'il faut abolir l'Halloween. On donne des conseils de réduction des méfaits. On dit il faut porter pas de masque, des maquillages. Bon, je fais juste un parallèle, là, mais c'est ce genre de conseils-là, dans le fond, qui existent, qu'on connaît, qui sont pas infaillibles. Il n'y a aucun moyen d'éviter les risques autrement que de ne pas consommer. Mais il y a des façons assez bien documentées de potentiellement réduire ces risques-là. Puis c'est ce que je dirais à quelqu'un qui commence. À niveau clinicien, les producteurs du cannabis thérapeutique ont les éducateurs. Alors, on peut mettre en contact notre patient avec les éducateurs pour choisir mieux les produits qu'ils ont besoin. Malheureusement, nous, les cliniciens, nous n'avons pas l'entraînement pour faire ces travail maintenant. Dans un futur, nous deviendrons les éducateurs de notre patient, nous, les infirmières, tous les cliniciens. Mais maintenant, il y a des gens qui sont experts pour comment choisir les meilleurs produits. Et moi, je me demande d'où vient cette expertise. Peut-être bien de la consommation personnelle, ou peut-être ils ont lu beaucoup sur Internet. Mais il y a des gens qui sont assez
assez sages sur le domaine du cannabis. On va prendre une autre question. Bonsoir. Je voudrais porter l'attention sur 2 points que je trouve qui sont importants à considérer. Le premier, c'est, on parle beaucoup des consommateurs, mais qu'est-ce qu'on peut dire à propos des gens qui ne consomment pas, qui ne veulent pas en consommer? Et on sait qu'avec la cigarette, on a le problème de la fumée secondaire. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui me dérange personnellement. Dans la rue, on le sent. Il y a des enfants qui peuvent marcher dans la rue et le sentir. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez à propos de ça? Et la deuxième chose, c'est, je sais qu'il y a des producteurs de tomates, par exemple, qui vont arrêter de produire des tomates et produire du cannabis. Et je trouve ça préoccupant que la production d'agriculture se transfère d'un produit qui nourrit à un produit pour l'amusement, comme vous le plaisir. l'appelez. Ben, j'ose espérer qu'on n'aura pas de pénurie de tomates. Mais moi, je voulais surtout répondre à la première question parce qu'effectivement, c'est une préoccupation très répandue, là, la consommation dans les lieux publics, la fumée secondaire, l'intoxication secondaire et l'odeur. Je veux juste souligner que à l'air libre, à l'extérieur, il n'y a que l'odeur qui tienne. Je sais que c'est un désagrément, mais effectivement, c'est un désagrément, mais bon, peut-être effectivement l'exposition pour les enfants à voir les gens puis qui pourraient normaliser, je vais y revenir, mais sur fumée secondaire, là, donc d'avoir les effets négatifs de la fumée secondaire et d'être éventuellement intoxiqué au THC à l'extérieur, à l'air libre, ce sont des mythes. Ça n'existe pas. C'est vrai dans les endroits clos, fermés, dans les appartements. Il faudrait quand même que les personnes consomment beaucoup pour être intoxiquées, mais pour la fumée secondaire, on ne sait pas trop, mais ça ressemble probablement au tabac. Donc, à l'extérieur, tout ce qui reste, à part les enfants, là, pour la plupart des gens, consommateurs, non consommateurs, c'est l'odeur. Puis c'est vrai que ça peut être un désagrément, l'odeur, qui peut être atténuée par la vaporisation. Autre avantage de la vaporisation, le vivre ensemble, c'est un des conseils qu'on donne aux consommateurs. Pensez aux autres, soyez courtois, utilisez la vaporisation. Mais quand même, c'est sûr qu'il va falloir apprendre à vivre ensemble. On l'a fait un peu avec le tabac, puis on va continuer. On fume pas dans la face du monde qui fume pas. Puis s'il y a des enfants qui marchent sur le trottoir derrière, puis le vent va par là, ben change de bord. Puis j'ai entendu toutes sortes de choses dans ce débat-là, comme on pourra plus aller jouer au parc avec nos enfants puis jouer au ballon parce que ça va sentir le pot de partout. Ça sera pas le cas, là. Puis il y a pas de famille qui va au tam-tam le dimanche jouer au ballon s'ils veulent pas être exposés au cannabis. Ils savent que c'est pas là qu'il faut aller. Ils vont plus loin, puis il y a pas de poteux qui courent en arrière pour leur fumer d'en face. Je blague, mais c'est vrai qu'il va falloir apprendre à vivre ensemble, tout le monde, les non-consommateurs et les consommateurs. C'est un produit légal. Moi, par exemple, je déteste l'odeur de parfum. Quand je rentre dans un ascenseur, puis ça sent le parfum, puis il y a personne, j'aime pas ça. Mais des odeurs, c'est vrai que c'est un problème, probablement, les principaux problèmes des conseils municipaux, là, ordures, égouts, diesel, toiture de goudron, tabac, fumier, soupe aux poissons du voisin, ça sent très mauvais, ça. Mais effectivement, c'est une odeur qui existe, puis à mon avis, il faut apprendre à vivre ensemble là-dedans. Pour l'exposition des enfants, ben là, effectivement, les enfants sont exposés à toutes sortes de choses. Ils voient de l'alcool. On va essayer d'accélérer parce que... Par exemple, à notre hôpital, les patients ont le droit d'utiliser le cannabis inhalé pour, par exemple, dans soins palliatifs, mais seulement sans la présence d'une infirmière ou un clinicien dans la chambre et seulement dans une chambre de ventilation négative. Juste pour éviter qu'il y ait une potentielle intoxication d'autres personnels. Alors, il n'y a aucun doute que la consommation, ça peut avoir un effet secondaire dans d'autres gens, mais surtout dans des espaces fermés. OK, merci. Juste, il ne faut pas oublier qu'on parle d'une drogue quand même. C'est pas juste une odeur. Merci. Je ne bois pas non plus, personnellement. Je pense que c'est la même chose. C'est une drogue,
mais au moins, l'alcool, ça sent pas et ça affecte pas les autres. Mais je tue. sens qu'on pourrait partir sur une bonne discussion. On pourrait en débattre longtemps. Parce que le débat, bon, l'alcool, et on va partir de... Mais peut-être, monsieur, une question très rapidement. Et, En fait, si j'ai bien compris, en fait, la légalisation, le type, la qualité de l'herbe et la marchandisation, ça va être à évaluer sur le long terme. Mais moi, c'est au niveau de vos études, le paramètre qui me dérange, même dans l'hypothèse que la transgression, il n'y a plus d'inhibition là-dessus, disons qu'effectivement, on arrive même à avoir le seuil de la dépendance. Ce que je ne comprends pas, c'est le mal-être individuel et social qui est préexistant à la prise elle-même. Si la société est malade, comment on va évaluer la psychose ou, je ne sais pas, la dépression dans vos études si le bassin de gens viennent déjà d'une société qui a l'anxiété? Comment va-t-on imputer l'amplification à un psychotrope lorsqu'il est possible que le bassin initial déjà de l'étude soit biaisé? Ça m'intrigue. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne suis pas certain d'avoir compris. c'est comme si vous anticipez que la consommation de cannabis va augmenter le niveau... Non, ce n'est pas ce que je dis. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a une anxiété sociale, en fait, le recours n'est pas seulement récréatif. Les gens cherchent à s'évader, il y a une perte, ils cherchent un enchantement. Donc la société, en fait, est atteinte, la société est malade. Elle recourt de plus en plus à des médiums, toutes sortes de béquilles, dont les substances. Ça peut être l'alcool, ça peut être ça. Mais lorsque vous faites les études et que vous mesurez le décrochage scolaire, la psychose, la dépression, et que vous la liez, est-ce que le paramètre initial de la société elle-même, en dehors vous le prenez en compte, puisqu'en fait, vous mesurez l'amplification d'un phénomène que vous liez au psychotrope, alors qu'en fait, il y a un problème sous-jacent qui est beaucoup plus grave, qui a amené la consommation. Oui. C'est très compliqué à considérer, à prendre en considération. Ça demanderait des études dans des sociétés différentes et contrôler toutes les variables qui jouent serait très difficile. Mais je suis d'accord avec vous qu'il y a un risque. Et en fait, tout ça existe. Il y a des consommations qui sont saines pour le plaisir, sans problème. D'autres qui sont extrêmement problématiques et conséquentes à une société malade, hyperproductiviste, où il y a une charge de travail accrue. Et la première prévention, en fait, c'est d'améliorer notre société. D'ailleurs, juste un exemple européen sur cette question-là. L'Islande, qui était un des pays d'Europe qui avait des niveaux très importants de consommation d'alcool, de cannabis et de toutes sortes de drogues, a décidé de s'attaquer justement au mal-être, entre guillemets, dans la société. Et donc, ils ont mis beaucoup d'argent sur les activités sociales, les activités sportives des enfants, les activités culturelles avec les parents, et ils ont fait diminuer, mais de manière considérable, la consommation de tous les stupéfiants, qu'ils soient légaux ou illégaux, dans leur pays, et ils ont eu un niveau d'amélioration, en tout cas, du sentiment de bien-être et du sens de la collectivité qui était beaucoup plus important. Et donc, en fait, avec là une politique qui n'était pas du tout prohibitionniste, mais qui visait à remettre du lien social à l'intérieur de la société. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non. Mais c'est intéressant ce point qu'on soulève, parce que c'est comme justement un symptôme d'un mal-être. Mais la consommation, de façon de substance, elle ne date pas d'hier. Hein. Donc, Madame, rapidement. Oui, merci pour la présentation. Moi, je suis psychologue et j'ai beaucoup de clients qui consomment chaque soir, chaque jour. Il y en a qui le prennent pour dormir, il y en a qui le prennent pour se détendre, il y en a qui le prennent pour s'automédicamenter dans la dépression. Donc, moi, je serais très intéressée à vous entendre sur c'est quoi les impacts sur la dépression, par exemple, à court terme? Est-ce que c'est différent à long terme? Est-ce que ça affecte le sommeil? Si oui, comment? Qu'est-ce qui va se passer s'ils le prennent pendant qu'ils ont des antidépresseurs en même temps? Est-ce que ça annule l'effet? Est-ce que ça le potentialise? Donc, ce serait ça. Merci. Qui veut répondre? Dr Pérez, Mme Conrad? Les études épidémiologiques indiquent que la consommation fréquente et augmentée est reliée à un risque pour les troubles d'anxiété, de psychose et une augmentation de symptômes de dépression. Mais c'est toujours le même problème. Ce sont les études épidémiologiques où ils regardent seulement une association entre la consommation et les symptômes.
Alors, la causalité est toujours un problème. Et je vais laisser, je crois que mon collègue à répondre à des questions autour de la risque si quelqu'un consomme d'autres ou est prescrit d'autres médicaments, mais j'imagine qu'il y a des contre-indications. On commence à voir que certains patients avec certains produits du cannabis trouvent une amélioration du sommeil, de l'anxiété, même de la dépression, mais nous ne savons pas exactement quels sont les produits pour quelle maladie. Et nous n'avons pas d'études à long terme parce que le cannabis, c'est une chose trop vague, trop grande. Alors, dans un futur, quand on commence à avoir des produits beaucoup plus individualisés, on sera capable d'identifier les risques à long terme. Mais maintenant, nous n'avons pas. Juste ajouter qu'il y a de la recherche effectivement à faire, mais pour le sommeil, ça aide à endormir, mais ça semble fragiliser le sommeil, comme pour l'alcool. Donc, à court terme peut-être, là, mais c'est pas un médicament jusqu'à maintenant qui serait recommandé, ou en tout cas un produit qui serait recommandé pour le sommeil. Puis pour les problèmes d'anxiété, effectivement, la recension des académies américaines des sciences montre que le lien serait surtout d'aggraver des symptômes pour des consommations quasi quotidiennes ou quotidiennes pour des gens qui ont des troubles d'anxiété sociale. Ça pourrait même favoriser de l'anxiété sociale chez des gens qui étaient juste un peu à risque, puis aggraver les symptômes de bipolarité. Pour la dépression, c'est moins clair, mais c'est vraiment à très long terme qu'il y a des risques associés. Pour les impacts sur les médicaments antidépresseurs. Il faut clarifier qu'il n'y a aucune étude randomisée qui indique qu'il y a un aspect thérapeutique pour l'anxiété ou la dépression. Il n'y a aucune étude. Et nous ne sommes même pas proches à démontrer un effet thérapeutique sur les symptômes psychiatriques, soit l'anxiété, dépression ou la sommeil. En fait, on est tout au début et il y a beaucoup de recherches. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits pour... Très peu en psychiatrique, non? Il y a très peu de recherches sur les bénéfices, sur les conditions psychiatriques. Okay. Il y a très peu de recherches là-dessus. Il y a eu plus de recherches financées sur les effets plutôt néfastes sur la santé ou sur les côtés... Non, il y a très peu de recherches sur aussi, ça. Non plus. C'est plutôt les études où nous investiguons d'autres problématiques et c'est une raison pourquoi la recherche n'est pas parfaite, c'est que c'est des études qui ont été subventionnées pour étudier le risque pour des troubles mentaux, par exemple. Et nous avons les données sur le cannabis et puis on sort la recherche de cette façon-là. La recherche sur le cannabis est très difficile. Une raison, c'est qu'à ce moment, nous n'avons pas les unités standards pour demander à la population votre taux de consommation. Alors, une conséquence positive sur la population, c'est que nous, éventuellement, j'espère qu'on peut communiquer d'une façon plus standardisée autour de leur taux de consommation envers nos médecins, entre parents et jeunes, entre amis. Si on dit 1 gramme de ce produit, ça veut dire quelque chose. Alors, ça veut dire que moi, je serais inquiétée envers mon enfant ou bien envers un ami s'il dit qu'ils ont consommé une certaine quantité. Très intéressant. Madame, la dernière question, vous avez l'honneur de poser. Merci de la présentation, c'était vraiment intéressant. Et puisqu'on a parlé des jeunes, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un âge minimal pour avoir une prescription du cannabis thérapeutique? C'est juste ça. Est-ce qu'il y a un âge minimal pour obtenir une prescription Santé Cannabis, pardon, Santé Cannabis. Santé Canada nous indique n'utilisez pas les cannabis thérapeutiques pour mineurs de 18 ans. Mais c'est prescrit. On ne prescrit pas maintenant. Maintenant, on autorise seulement, parce que ce n'est pas une drogue de pharmacie, mais Santé Canada nous indique aux cliniciens de n'utiliser pas le cannabis pour les mineurs de 18 ans. C'est vrai que, par exemple, dans certaines épilepsies infantiles, comme les Lennox-Gastaut et le syndrome de West,
le CBD a montré des résultats anecdotiques, de façon très anecdotique, miraculeuse, mais seulement pour certains patients avec certains produits. Mais en général, Santé Canada nous indique de ne l'utiliser pas. Peut-être un jour que Santé Cannabis va légaliser le... Mais écoutez, je vous remercie. On pourrait continuer la discussion longtemps. Merci à tous les 5 pour ce débat. Merci d'être venus. Et je remercie encore nos partenaires, le Fonds de recherche du Québec et le Consulat général de France. Merci.